Bonsoir Emma. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On démarre ce journal avec l'oral de François Bayrou. C'était sur LCI hier soir. Le Premier ministre est revenu sur les grandes lignes de sa politique. Il a tenu à rassurer François Bayrou et à donner des lignes claires à ses alliés comme à ses opposants. C'était le cas pour le Parti socialiste qui demandait une clarification concernant la suppression des postes enseignants. Nous n'allons pas supprimer les 4000 postes qui étaient annoncés. C'est la décision... Elle est définitive. Elle est définitive. François Bayrou repris dans le journal de 7 heures de France Inter. Des postes enseignants sauvegardés, donc, on a compris, et cela aidera peut-être ces professeurs d'histoire qui doivent, pour Elisabeth Borne, pouvoir continuer à enseigner librement. La ministre de l'Éducation nationale a déclaré hier, au sujet des 80 ans de la découverte des camps nazis, que l'enseignement de la Shoah devait pouvoir être abordé sans aucune censure. L'école doit être ce rempart d'humanité contre l'oubli de l'histoire et la banalisation de la haine, a-t-elle déclaré, comme nous le rapportent nos confrères du Figaro. Une priorité pour l'éducation nationale, alors qu'un sondage de l'ONG Conference on Jewish Material Claims Against Germany dévoile que 22% des Français n'ont jamais entendu parler des mots Holocauste ou Shoah. Parmi ces 22%, ils sont près de la moitié des Français âgés de 18 à 29 ans. Un chiffre alarmant et qui pourtant contraste avec la réalité de l'enseignement de l'histoire et aussi du traitement médiatique de l'histoire. On écoute Yanis Roder, responsable des formations au Mémorial de la Shoah. Ça se traduit comment très concrètement? Vos élèves vous disent on nous parle beaucoup de la Shoah, mais il faudrait aussi qu'on nous parle de la colonisation, par exemple. Exactement, c'est-à-dire il n'y a pas que les Juifs qui ont souffert. Il y a eu d'autres souffrances. Celle-là, on en parle moins, ou on en parlerait moins. On ne veut pas en parler. Les Juifs parlent trop de la Shoah et pas assez des autres souffrances. Voilà, ce sont des choses qui existent, qui arrivent. Et effectivement, cette idée-là fait qu'on doit réfléchir également à la manière dont on doit parler, notamment de la Shoah, mais également des autres questions qu'on appelle dans l'éducation nationale, avec un doux euphémisme, les questions socialement vives. Donc il faut absolument aborder ces questions-là de front, vraiment de front. Mais dans les faits, il y a un déséquilibre dans le traitement. Mais non, dans les faits, il n'y a pas de déséquilibre. Je vais peut-être vous surprendre. En troisième, la Shoah, c'est 2 ou 3 heures. Ouais. Voilà, si on fait la décolonisation en partant de la guerre d'Algérie, c'est la même chose, c'est 2 ou 3 heures. Donc voilà, il y a pas de déséquilibre en fait. En revanche, là où il y a un déséquilibre, c'est dans le traitement médiatique, si je peux me permettre. C'est-à-dire que les élèves ont l'impression, et c'est pas faux, qu'on parle beaucoup de l'histoire de la Shoah, et bien plus que de l'histoire de la colonisation ou l'histoire de l'esclavage. Voilà, parce que ça s'est passé en Europe, parce que ça s'est passé chez nous, parce que la France a joué un rôle dans la destruction des Juifs d'Europe, par la destruction d'une partie des Juifs de France. Donc il y a cette responsabilité aussi que porte la France, que porte l'Europe. Et donc ce déséquilibre, il est d'abord, je crois, dans, quand je dis médiatique, c'est culturel aussi, hein, le nombre de films, le nombre de livres, etc. Tout cela, finalement, crée une impression d'omniprésence de la Shoah. C'était Yanis Roder sur France Info. On poursuit avec le volet judiciaire. On en sait plus sur les meurtriers présumés de Elias vendredi dernier pour un vol de téléphone portable. Oui, les 2 suspects de 16 et 17 ans ont été placés en garde à vue hier. L'un a avoué avoir porté le coup fatal à Elias, un violent coup de couteau à l'épaule. Tous 2 étaient déjà connus de la justice. L'un avait fait l'objet d'une mesure éducative judiciaire en décembre 2023 pour des faits de vol et d'extorsion. Et les 2 avaient été déférés le 30 octobre 2024 pour des faits de vol commis avec violence. C'est ce que détaille le parquet de Paris. Les 2 adolescents avaient l'interdiction de rentrer en contact l'un avec l'autre, mais leur famille vivait dans la même résidence. Une situation qui avait déjà à l'époque fait réagir les policiers. On laisse faire en espérant que les choses se passent bien. En croisant les doigts, ce n'est pas possible. On ne peut pas attendre que ces jeunes basculent dans l'irréparable. C'est ce qu'a dit Axel Ronde, porte-parole du syndicat CFTC Police, interrogé par France Télévisions. Alors côté politique, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, s'est lui aussi indigné. Un adolescent de 14 ans est mort sous les coups de couteau de barbares qui voulaient lui voler son téléphone. On ne peut qu'être horrifié par cette violence gratuite, résultat d'une perte de repères et de l'effondrement de l'autorité. Je pense avec émotion à sa famille, dévastée par la perte de leur enfant. Refaire de la France un pays où les parents n'ont plus à craindre de voir leur enfant assassiné pour rien sera un chemin long et difficile. Cela exigera la mobilisation de tous pour tourner le dos à une culture de l'excuse qui a plongé une partie de notre jeunesse dans un profond sentiment d'impunité.
Et Bruno Retailleau et Gérald Darmanin qui ont prévu un tour de vis concernant la délinquance et la violence chez les mineurs. Oui, une proposition de loi contre le narcotrafic devrait arriver au Sénat. Et Gérald Darmanin, garde des Sceaux, s'est dit favorable à la comparution immédiate pour les mineurs lors de crimes graves. Alors Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, répondait à Jérôme Chapuis sur France Info, justement à ce sujet. La question, c'est est-ce qu'il faut, comme M. Retailleau, comme M. Darmanin, comme beaucoup d'autres, continuer avec une politique qui est une politique répressive à tout va, ou est-ce qu'il faut enfin remettre de la prévention dans ce pays? Et je le dis parce que, rappelez-vous peut-être, il avait été dit que la délinquance juvénile serait une des grandes priorités de cette année. Il se trouve que le 31 juillet, en plein Jeux Olympiques, en plein moment où nous n'avions pas de gouvernement, a été décidé de la suppression de 500 postes de protection judiciaire de la jeunesse, qui sont justement ceux qui permettent d'accompagner les jeunes et de prévenir la délinquance juvénile. Donc, je vais vous dire, nous avons un gros problème sur la question de la prévention. Un enfant ne peut pas être jugé comme un adulte, rappelle Mathilde Panot, en citant la Convention internationale des droits de l'enfant, dont la France est signataire. Alors pour l'heure, la comparution immédiate des mineurs ne figure pas dans le droit français. Délinquance chez les mineurs et également trafic et consommation de drogue. Une proposition transpartisane aujourd'hui à l'Assemblée pour lutter contre la consommation de protoxyde d'azote. Oui, un produit en vente libre que l'on retrouve habituellement dans la cuisine, dans les bouteilles de chantilly par exemple, et dont l'usage est régulièrement détourné, notamment par les jeunes. Et ce n'est pas sans conséquence, il serait 15% des 15-24 ans à avoir déjà essayé, comme ce que raconte cette jeune femme au micro de Christophe Vincent. J'ai essayé qu'une seule fois. C'est comme si on avait fumé beaucoup de cannabis. Ça redescend très vite les effets, j'ai trouvé ça très nul. Je fréquentais un garçon qui est accro. Quand il se faisait contrôler par la police, il pouvait rien lui faire parce que c'était légal. Et c'est super dangereux vraiment. Et il a plein d'amis qui ont perdu l'usage de leurs mains et de leurs jambes où ils sentent plus leurs membres entiers. C'est effrayant vraiment. Il y en a beaucoup qui sont addicts. Une pratique banalisée mais qui ne fait pas pour autant moins de dégâts. Christophe Rioux est addictologue, on l'écoute. Ce sont des états de paralysie. On a des gens qui se retrouvent en fauteuil roulant. Et ça, c'est dû à l'effet toxique du proto. Il abîme les vitamines sont essentielles pour les neurones, et quand il n'y a plus de vitamines, les neurones se détruisent. Ça touche tous les neurones et préférentiellement les neurones des jambes. On pense aussi que ça fait des lésions neurologiques dans le cerveau. Les jeunes sont un peu ralentis et assez indifférents à leurs symptômes. La loi visant à interdire la vente aux particuliers de protoxyde d'azote est donc examinée ce mardi dans l'hémicycle et a pour but de réserver cet achat uniquement aux professionnels de la restauration.